Bonjour à tous, merci de participer à ce cours d'échecs. Donc la leçon d'aujourd'hui s'adresse plus particulièrement à des joueurs confirmés qui ont déjà fait plusieurs années d'échecs, notamment les collégiens. Mais bien sûr, elle est ouverte aussi aux joueurs plus jeunes, s'ils sont déjà expérimentés et s'ils ont déjà fait plusieurs années d'échecs. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Je vais vous montrer donc une série d'exercices, de problèmes. Je vais essayer d'aller du plus facile au plus difficile, de sorte qu'au début, normalement, ce devrait être assez facile, et puis ensuite, ça va se compliquer. Voilà. Alors, avant de commencer, je voulais aussi vous donner un conseil de méthode. Quand je vais placer un diagramme sur l'échiquier, vous pouvez presser sur le bouton pause et prendre quelques instants, quelques minutes, pour essayer de trouver la solution par vous-même. Voilà, vous réfléchissez, vous essayez de trouver la solution, et ensuite, même si vous ne l'avez pas trouvée, le fait d'avoir cherché, ça vous aidera beaucoup à comprendre les explications et les solutions. Alors, il n'y a pas besoin d'utiliser un échiquier. Normalement, vous allez tout voir sur l'échiquier de votre ordinateur. S'il y en a malgré tout qui ont un échiquier chez eux et qui veulent l'utiliser et qui se sentent plus à l'aise avec un vrai échiquier, bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous pouvez sortir votre échiquier et recopier la position que je mets sur l'ordinateur sur votre échiquier. Je vous donnerai les cases et les coordonnées des pièces pour vous aider à le faire. Voilà, bah écoutez, la leçon d'aujourd'hui, ça va porter sur un tableau de maths très célèbre qu'on appelle le maths de Boden, voilà, du nom de monsieur Samuel Boden, qui était un joueur du 19e siècle, qui a utilisé ce réseau de maths, comme on dit, dans une partie qui est célèbre, que je vous montrerai tout à l'heure. Le maths de Boden, on l'appelle aussi le maths des deux fous. Voilà, et puis je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, pour illustrer ça, je vous ai mis la position de base, c'est celle-ci. Bon, on voit que les noirs ont un petit avantage matériel dans la position de départ, puisque les blancs ont deux fous, les noirs ont cavalier plus tour, c'est-à-dire on dit qu'ils ont une qualité d'avance. Bon, c'est un petit avantage, mais on s'aperçoit surtout, si on regarde la position, que le roi noir est placé de manière un petit peu inconfortable. Pourquoi? Parce que d'une part, sur sa droite, s'il est bloqué à la fois par sa tour et son cavalier, il ne peut pas s'enfuir. Et surtout, regardez bien ce fou F4 des blancs, le fou de case noir des blancs, qui contrôle la case C7, la case B8, donc les cases de fuite du roi. Donc le roi est très emprisonné par ce fou. On s'aperçoit aussi qu'on a le fou E2 qui peut participer à l'attaque sur les cases blanches. Et donc si vous cherchez bien, ici les blancs peuvent faire échec et mat en un coup. Voilà, donc je vous laisse regarder 2 secondes, mais normalement c'est assez facile. Il suffit d'attaquer le roi. On n'a qu'un seul échec possible, donc même par élimination, vous pouvez le trouver. C'est le seul échec de la position. C'est fou A6, échec et mat. Donc, bravo à ceux qui l'ont trouvé. C'est échec et mat, tout simplement parce que le roi est attaqué et le deuxième fou ferme la prison, disons, du roi. Voilà. Aucune pièce ne peut venir intercepter ici en B7. Échec et mat. Donc c'est ça le tableau de maths de Boden. Je vais vous montrer maintenant toujours le même tableau, mais dans des positions plus difficiles à trouver. Alors, je vais vous mettre un nouveau diagramme. Alors, pour les blancs, on va placer un roi en G2, une dame en C4, et on va placer deux fous en E2 et F4, comme dans la partie précédente. Pour les noirs, on va mettre le roi en C8, une tour en D8, on va mettre une seconde tour en F8, un cavalier en D7, et on va mettre quelques pions, alors en H5, G6, C6, B7, A6. Voilà. Donc vous avez ce nouveau diagramme devant vous, et l'exercice est le suivant, il s'agit de faire échec et mat en 2 coups avec les blancs. Alors quand je vous dis échec et mat en 2 coups, d'ailleurs il faut bien y penser, il faut essayer de trouver toute la combinaison, c'est-à-dire le premier coup des blancs, le ou les réponses possibles des noirs, et le deuxième coup qui ici doit être échec et mat. Voilà. Il ne suffit pas de dire je joue ceci et puis je verrai ce que répond mon adversaire. Non, il faut voir la combinaison jusqu'au bout. Alors on peut regarder déjà les caractéristiques de la position avant de chercher plus précisément des coups. Ça c'est toujours une chose à faire au G-Sec. Avant de chercher un coup, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. On s'aperçoit que d'un point de vue matériel, c'est plus ou moins équilibré. Alors les pièces ne sont pas du tout les mêmes, mais si on fait les comptes, ça se voit à peu près. Les blancs ont une dame, mais les noirs ont 2 tours, et les blancs ont 2 pièces mineures, 2 fous,
les noirs ont cavalier 5 pions. Si on fait simplement le compte brut des pièces, on pourrait même dire que les noirs ont un petit avantage matériel. Mais, bien sûr, il y a un mais, vous avez certainement déjà remarqué les similitudes entre ce diagramme et la position précédente, la position de Boden, notamment la position précaire du roi noir, qui a 0 case de fuite, à cause toujours du terrible fou F4, qui contrôle les cases noires autour du roi, et à cause aussi, bien sûr, de la tour D8 et cavalier D7 qui bloquent les cases de fuite et qui seraient sans doute mieux ailleurs. La différence, par contre, c'est qu'il y a une barrière de pions qui protège le roi. Donc, pour l'instant, on pourrait avoir l'impression que le roi est en sécurité. Les blancs vont donc essayer de faire exploser cette barrière pour attaquer le roi. Alors, il y a 2 coups, on appelle ça des coups candidats, c'est-à-dire les coups qu'on a envie de jouer, disons. 2 coups qui se présentent à l'esprit, c'est des sacrifices de dames. J'imagine que certains d'entre vous y auront déjà pensé. Dame prend A6 pour détruire la barrière et dame prend C6. Ça a l'air d'être à peu près la même chose. Je vous montre la variante principale. Dame prend C6, échec au roi. L'adversaire n'a pas le choix. Le roi est en échec, il ne peut pas s'enfuir, donc le seul coup possible, le seul coup légal, pion prend dame. A priori, c'est une bonne nouvelle de récupérer la dame, mais ici, le problème, c'est que le pion devait défendre son camarade là en A6, et maintenant, deuxième coup, exactement le même que tout à l'heure, fou prend A6, échec et mat. Pourquoi échec et mat? C'est toujours pareil, le roi est attaqué sur case blanche, et les cases noires sont interdites. Donc bravo à ceux qui ont trouvé cet exercice rapidement. C'est ça, c'est la solution. Alors, je voudrais ajouter une petite chose sur ce diagramme, c'est qu'on a l'impression que l'autre variante est parfaitement symétrique. C'est-à-dire, on peut se dire, je joue dame prend A6, ça revient à peu près au même, il va certainement me reprendre, et on obtient exactement la même position, fou prend A6, échec et mat. Ça a l'air pareil, mais ça ne l'est pas. Il y a une grande différence, c'est que quand j'avais joué dans la première variante dame prend C6, on appelle ça aux échecs, alors c'est un adjectif qui n'est pas très joli, mais bon, ça dit ce que ça veut dire, on appelle ça un coup forçant. C'est-à-dire, ça force l'adversaire à répondre. Pourquoi? Parce qu'il est échec au roi. Et quand on est échec au roi, on n'a pas le choix, on doit défendre son roi. Et ici, en l'occurrence, il n'a qu'un seul coup pour le défendre, comme je vous ai dit, c'est de récupérer la dame. Du coup, ce qui permet de placer notre mat de Boden. L'autre variante, dame prend A6, elle n'est pas forçante. Pourquoi? Parce que le roi n'est pas en échec. Alors bien sûr, beaucoup d'adversaires vont se dire « Ah, mon adversaire a craqué, il m'a donné la dame, j'en profite. » Mais vous avez des joueurs plus expérimentés qui vont regarder un petit peu et qui vont se dire « Ah, si je prends la dame, je suis mat, donc il faut que je trouve autre chose. » Et par exemple, ils vont pouvoir jouer ici, il y a un bon coup probablement pour les noirs, tour prend fou. Parce que si j'élimine ce fou, après il n'y a plus de mat. Et en fait, si vous regardez la position, c'est pas du tout sûr que les blancs soient bien ici. Alors certes, bon, ils peuvent jouer échec au roi, mais bon, le roi peut bouger, il n'y a pas de mat. Ils peuvent refaire échec au roi, mais au pire, je peux répéter les coups pour faire match nul. Si je veux gagner, je peux même mettre le cavalier en bouclier en me disant ensuite, avec mes 2 tours, je vais faire une contre-attaque sur le roi des blancs avec les pions passés. C'est pas clair du tout que les blancs aient l'avantage ici. Donc c'est pour ça que quand on voit une combinaison, il faut être très précis dans l'ordre de coups. Ici, vous avez un coup qui gagne tout de suite et un coup où on est peut-être moins bien, alors que ça a l'air équivalent. Voilà, j'espère que vous avez compris ces 2 premiers tableaux. Alors ça, c'est le mat de Boden le plus classique. Je vais vous proposer, si vous le voulez bien, un 3e exercice. Alors, celui-là, bon, peut-être un petit peu plus compliqué, on va voir. Alors, je vous mets la position. Donc, pour ceux qui veulent l'installer sur leur échiquier, je vais vous dire. Donc, on met pour les blancs un roi en C2, une tour en E3. On va mettre 2 fous blancs, l'un en H5 et l'autre en B2. Ah, excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est la tour qui est donc en E3. Et on va rajouter des pions. On va mettre un pion blanc en C3, un pion en E2 et un pion en G2. Voilà pour les blancs. Pour les noirs, on va mettre le roi en F8, la tour en G8 et G4. On va leur mettre une dame en H6, un cavalier en D6 et quelques pions en G7, F6
B7 et C6. Voilà. Donc, je vous mets ce diagramme et je vous donne l'énoncé du problème. Ici, les blancs jouent et font échec et mat en 2 coups. Je vous laisse réfléchir un petit peu parce que là, la position est vraiment complexe. Les blancs jouent et matent en 2 coups. Alors, avant d'essayer précisément de regarder les coups, on va essayer de faire le bilan de la position, de voir ce qui se passe. On s'aperçoit déjà que les noirs ont un énorme avantage matériel. Pourquoi? En gros, parce qu'ils ont une dame. Et les blancs n'en ont pas. Après, bon, les noirs ont 2 tours cavalier contre tour de fou. Bon, c'est à peu près équivalent, mais ils ont surtout une dame de plus. Alors, c'est vrai que les blancs peuvent récupérer une tour. C'est pas si mal, mais si jamais ils prenaient la tour, bon, j'imagine que les noirs prendraient aussi la tour blanche et ils auraient une position gagnante avec peut-être même une attaque sur le roi blanc qui va arriver. Donc, c'est sûr que ça, c'est pas un coup candidat. Nous, enfin, ça équivaut à l'abandon, en fait. Quels sont les avantages des blancs dans cette position? C'est toujours pareil, c'est la position précaire du roi noir. Si on regarde bien, on s'aperçoit que le roi noir, il est un peu à l'étroit. Il a même aucune case, en fait, puisque les cases blanches sont contrôlées par le fou et la colonne E est contrôlée par la tour. Okay. Le problème, a priori, c'est que cet échec se heurte à cavalier prend et il n'y a pas de mat. Voilà. Mais si on va un petit peu plus loin, on peut peut-être trouver une solution. Et la solution, c'est les 2 fous. Ce fou B2 qui a l'air complètement enfermé par son pion C3, en fait, il peut s'exprimer sur une autre diagonale. C'est cette grande diagonale ici, voilà, qui lui permet d'atteindre le roi. Donc, quand on a vu ça, on se dit, on va essayer de combiner 2 coups. Le coup tour ici en E8 pour faire un tableau de maths, et le coup fou A3 qui cloue le cavalier. Par exemple, si j'avais le droit de jouer 2 coups de suite, fou A3 et tour là, par exemple fou A3 si mon adversaire répond à un coup quelconque qui ne sert à rien, B6, ça c'est échec et mat. Pourquoi? Parce que le cavalier ne peut pas reprendre la tour, car il est, comme on dit, cloué par le fou A3 qui l'empêche de bouger. Le problème, bien entendu, c'est que notre adversaire sur fou A3 ne va certainement pas répondre un coup inutile comme B6. Il a beaucoup mieux à faire. Par exemple, prendre ce fou qui bloque le roi. Et après, eh ben, le roi va s'enfuir. Même si on prend le cavalier sur échec, le roi va partir. Et puis si on le poursuit, il va continuer à partir. Et plus il part, plus il a des cases de fuite et on l'attrapera jamais. Et on va perdre parce qu'on a une dame de moins. Ok. Donc, ça, c'est un autre conseil que je vous donne en général. Quand on a une idée aux échecs et qu'elle ne marche pas, plutôt que d'abandonner l'idée, c'est toujours bien d'essayer d'inverser les coups. Souvent, ça marche. Ici, si au lieu de commencer par fou A3 pour clouer le cavalier, c'est trop lent, on commence par le coup de tour, qui a l'air un peu paradoxal parce qu'on la met en prise. Mais l'avantage, c'est qu'on force le cavalier qui fait bouchon sur la diagonale noire, on le force à se déplacer. Il n'a pas le choix, hein. C'est le seul coup légal. Le roi ne peut pas prendre la tour à cause du fou, il ne peut pas se déplacer en F7 à cause du fou, et il ne peut pas aller non plus ici sur la case E7 à cause de la tour. Donc, cavalier prend E8, forcé. Comme je vous avais dit tout à l'heure, les coups forcés aux échecs, c'est toujours bien de les analyser. D'une part, c'est facile, on sait ce que répond l'adversaire, et d'autre part, ça permet de mettre en place ses propres idées. Et maintenant, on s'aperçoit, si vous regardez bien, que on atteint la position du mat de Boden. Alors, un petit peu décalé, un petit peu particulière, mais c'est toujours le même mat. Les 2 fous en croix. Fou à 3, échec et mat. Alors, bon, c'est pas un mat direct. En fait, il joue C5, il peut suicider quelques pièces sur la diagonale pour retarder. Fou prend C5, il suicide son cavalier ici. Fou prend D6, et là, c'est le mat de Boden, parfaitement exécuté avec les 2 fous. Et on s'aperçoit que les 3 pièces lourdes des noirs qui sont confinées dans le coin ne servent absolument à rien. Voilà, donc ça c'est un retournement de situation. À partir d'une position qui avait l'air désespérée, et ben, les blancs réussissent à l'emporter. Donc bravo à ceux qui avaient trouvé cet exercice. Alors ce que je vous propose maintenant, puisque je vous parle de ce mat de Boden, c'est de vous montrer une partie. Alors, c'est la fameuse partie de Boden, c'est une partie du 19e siècle, de 1860. Bon, ça remonte un petit peu.
Et ça permet de voir comment ça a été appliqué la première fois. Alors, je vais passer assez rapidement sur l'ouverture parce que, bon, elle a pas une grande valeur théorique aujourd'hui. On joue plus trop comme ça. Les blancs jouent des coups un peu bizarres. Mais ça permet de voir, bon, malgré tout, comment les pièces se développent. Alors, c'est une partie entre un joueur hongrois, je crois, qui s'appelait Monsieur Chalda, contre le fameux Boden. Ça a été joué à Londres en 1860. Alors, les blancs ont commencé par E4, voilà, un coup extrêmement classique. E5, rien à dire. Cavalier F3, je sors un cavalier vers le centre, j'attaque le pion. Bon, là, il y a plusieurs réponses très classiques. La plus habituelle, c'est ça, cavalier C6, qui peut donner lieu ensuite à l'ouverture italienne, l'ouverture espagnole, l'ouverture écossaise. Bon. Il existe aussi cavalier F6, la défense Petrov ou la défense russe, comme on veut, voilà, qui fait une contre-attaque sur le pion E4. Et le coup qui a été joué par Boden, la défense dite Philidor, du nom du joueur français François Philidor, un joueur du XVIIIe siècle. C'est des vieux échecs, voilà, qui est un coup très solide, qui établit une chaîne de pions au centre, qui défend le pion E5, qui a un inconvénient, c'est que ça enterre le fou, ici le fou F8, qui aimerait bien se retrouver en C5 et qui aura du mal à trouver une utilité. Bon. Aujourd'hui, on considère que la variante principale pour lutter contre cette défense Philidor, c'est d'occuper le centre tout de suite, de jouer des 4, et ça pose un certain nombre de questions aux noirs. Bon, le joueur avec les blancs a décidé de jouer C3. C'est la même idée en fait. Il veut jouer D4, mais il veut le préparer pour, au cas où les noirs prendraient en D4, prendre du pion et avoir un centre de pion parfait. Voilà. Bien entendu, les noirs ne se laissent pas faire et font une contre-attaque. Alors, un peu à double tranchant, mais bon, qui a son intérêt. Ils jouent F5. Alors normalement, on dit qu'il ne faut pas trop toucher au pion F dans l'ouverture. Ça ouvre des diagonales autour du roi, la diagonale ici, la diagonale là. Mais ici, bon, il se trouve que les blancs ne peuvent pas trop en profiter. Et s'ils prennent le pion, eh ben, les noirs vont développer très naturellement leur fou ici. Pion prend F5, fou prend F5. Et ils ont une bonne position en réalité. Ensuite, le cavalier va sortir, ils vont roquer, la tour va être sur la colonne ouverte. C'est une position très agréable. Donc sur F5, les blancs ont décidé de ne pas prendre et de développer rapidement leur pièce pour faire une contre-attaque fou C4. Alors c'est ce qu'on appelle un gambit, hein, c'est-à-dire qu'ils laissent le pion central en espérant profiter rapidement de leur avance de développement. Alors là, il y a plusieurs variantes qu'on pourrait imaginer. Par exemple, Dame B3. Alors, c'est pas vraiment un mat du berger parce que les pièces sont inversées. Malgré tout, si les noirs sont un peu gourmands et décident d'aller prendre ici, la position va s'animer. Par exemple, échec au roi. Si le roi s'en va ici, je peux continuer à le poursuivre comme ça. Le roi va en balade ici. Ok, je peux continuer à le poursuivre. S'il revient, je peux prendre le cavalier. Voilà, je récupère ma pièce de moins. Et la partie est très compliquée. Les noirs n'ont pas voulu rentrer dans cette variante et ont joué un coup bon, beaucoup plus respectable, je pense, plus sûr. Cavalier F6, un coup de développement vers le centre. Voilà, rien à dire. Et là, les blancs, D4, je prends le centre. Alors, ici, à peu près tous les coups sont envisageables. Pion prend E4, pion prend D4, cavalier prend E4. Les noirs ont beaucoup de possibilités. Ils ont décidé de prendre le pion E4 maintenant. F prend E4. Les noirs ont joué D prend E5. Là, il y a une série d'échanges. Pion prend cavalier. Pion prend cavalier. Et dame prend. Bon, deux manières de reprendre le pion F3, soit avec la dame, ce qui propose un échange de dames, soit avec le pion, qui est plus combatif parce que ça garde les dames sur l'échiquier et c'est aussi plus dangereux parce que si les blancs ont leurs dames, les noirs aussi. Bon. Les blancs ont décidé de jouer G prend F3 et là, les noirs ont joué le coup extrêmement naturel. Cavalier C6, je sors une pièce vers le centre. Il y a une magnifique case ici en E5 pour le cavalier qui dominera l'échiquier s'il y arrive. Cavalier C6. Les blancs n'ont pas voulu laisser les noirs installer un cavalier en E5 et ils ont joué F4. À mon avis, c'est la première grosse erreur de la partie. Alors, on s'en rend pas compte tout de suite, mais intuitivement, ça semble pas un bon coup. C'est pas un coup de développement. Déjà, les blancs ont
la tour, le cavalier, le fou qui n'est pas sorti. A priori, ils feront pas le petit roc parce que il y a trop de courant d'air, la colonne G est ouverte, le fou va débarquer ici. Donc, ils vont certainement essayer de jouer le grand roc et ils ne le préparent pas du tout en jouant F4. A priori, un coup moins ambitieux mais plus solide aurait été fou E3 avec l'idée de sortir le cavalier en D2 et vite préparer le grand roc. Ils ont voulu empêcher les noirs de s'installer en E4, mais ils ne se développent pas. Donc, ils jouent F4. Les noirs se développent. Ils jouent fou D7. Bon. Fou E3. Ils sortent leur pièce. Grand roc. Voilà. Les blancs jouent cavalier D2. Sortent le cavalier. Tour E8. Alors, tour E8, c'est un coup assez logique. En fait, on met la tour sur une colonne ouverte. On fait un petit clouage. Accessoirement, on attaque le pion F4. Ici, sur un coup quelconque. Enfin, je joue un coup qui sert à rien. Les noirs pourraient tout simplement jouer dame prend F4. Grâce au clouage, la dame n'est pas en prise. Voilà. On s'aperçoit déjà de l'inconvénient des pions doublés. Les blancs ont décidé de jouer dame F3 dans cette position. Ils sortent leur dame. En fait, c'est pas simplement pour sortir leur dame et défendre le pion F4, c'est aussi qu'ils préparent le grand roc. Dame F3. Et là, les noirs ont préparé une sorte de piège qui est très malin et qui est pas facile à voir, dans lequel les blancs sont tombés tête baissée. Ils ont joué fou F5. Alors, normalement, on dit il ne faut pas bouger 2 fois de suite la même pièce dans l'ouverture. Le fou était déjà sorti en D7, c'était pas indispensable de le ressortir. Mais ici, il y a une idée très concrète. C'est que, évidemment, les noirs se sont rendus compte que l'idée des blancs, c'était de jouer le grand roc, et ils ont préparé un piège terrible contre ce grand roc. Les blancs ici n'auraient pas dû jouer grand roc. Ils ont une mauvaise position parce que s'ils jouent pas grand roc, tout leur développement n'a pas de sens. Ils veulent pas jouer petit roc, et avec leur roi au centre en face de la tour, ça va mal tourner. Bon. Malgré tout, grand roc perd tout de suite. Alors, voilà, c'est ici la combinaison. Ici, les noirs gagnent. Ils gagnent au moins une pièce, voire plus. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu parce que c'est pas facile à voir. Et dans la variante principale, les noirs font même échec et mat en 1, 2, 3 coups. Voilà. Je vous laisse regarder. Essayez de voir un petit peu ce qui se passe, les cases occupées, la sécurité du roi. Voilà, donc je vais parler maintenant de cette position. Alors, on s'aperçoit, surtout quand on a en tête le schéma de mat de Boden que maintenant on commence à bien comprendre, que le roi des blancs est dans une situation très précaire parce que le fou contrôle cette diagonale et que le roi n'a donc aucune case. D'accord? En fait, il est patte. En gros, on pourrait dire n'importe quel échec ici sera échec et mat puisque le roi n'a pas de case. Le problème, hein, c'est que le mat est assez caché parce qu'on ne voit pas du tout comment on pourrait faire échec. Pourquoi? Parce que celui qui fait échec dans le mat de Boden, c'est le deuxième fou. Et le deuxième fou a l'air complètement passif ici. Ces deux diagonales sont bouchées et on dirait qu'il n'a aucun espoir de faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que le coup gagnant, bravo à ceux qui l'ont trouvé parce qu'il n'est pas facile du tout à voir, c'est un sacrifice de pion. Un sacrifice de dégagement, on appelle ça. Le coup D5. L'idée, bon, bien sûr, c'est de gagner un temps en attaquant le fou, mais surtout l'idée, c'est de dégager la diagonale noire pour le fou C8, pour qu'il puisse se rapprocher du roi des blancs. Alors, à première vue, ce coup D5, bon, c'est un mauvais coup parce qu'il est en prise non pas une par le fou C4, mais 2 fois avec la dame F3. Ici, le bon coup, je peux vous le dire tout de suite, ça serait de laisser le fou en prise. Je vais vous expliquer pourquoi après, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui se prépare. Par exemple, cavalier B3 pourrait être une solution parce que le mat est paré. Mais dans ces cas-là, eh ben, les noirs simplement gagneraient une pièce. Ils auraient toujours une attaque assez forte avec le fou, le pion, la dame, le cavalier, même la tour qui peut participer. Donc de toute façon, le roi noir, il va pas survivre très longtemps. Le roi blanc, pardon, ne va pas survivre très longtemps dans cette position. Mais bon, c'est pas mat tout de suite. Malgré tout, ici, le joueur avec les blancs n'a pas vu du tout le piège et il s'est dit, ah ben tiens, mon adversaire a craqué, il m'a donné le pion central, j'en profite. Il a joué, il a pris avec le fou. Bon, aurait-il pris avec la dame, ça n'aurait rien changé. Il a joué fou prend D5. Et ici, c'est là, le schéma de mat de Boden est parfaitement exécuté, mat en 2.
Donc, j'imagine que ceux qui ont proposé le coup D5 ont vu la suite. La suite logique, c'est, je vous montre, Dame prend C3 échec. Le coup forçant dont je parlais tout à l'heure, parce que comme c'est échec, les blancs n'ont pas le choix. Ils sont obligés de prendre leur dame, mais en faisant ça, le fameux pion B2 qui défendait la case A3 doit se décaler. La case A3 est ouverte et fou A3, échec et mat. Échec et mat parce qu'il n'y a aucun moyen de fuir ni de mettre un bouclier en B2. Voilà, donc ça, c'est une partie très célèbre qui a donné le nom à ce tableau de maths. Alors, ce que je vous propose pour finir cette session, je vais vous mettre un nouveau diagramme, un nouvel exercice, toujours sur le même les coordonnées des pièces. Donc, on va placer un roi blanc en C1, une dame blanche en G2, une tour blanche en G6, un fou blanc en D2, un autre en B3 et un pion blanc en C2. Pour les noirs, on va leur placer un roi en H5, un pion en G7, un autre en H6, une dame en E5, un fou en E6 et un deuxième fou en H4. Voilà, c'est la position. Alors, c'est une position assez compliquée, donc je vous laisse réfléchir un petit peu. Je vous donne quand même l'énoncé du problème. Ici, les blancs jouent et font échec et mat en 3 coups. Donc, mat en 3, c'est difficile parce qu'il faut voir le premier coup, la réponse des noirs, le deuxième coup, la réponse des noirs et l'échec et mat, en sachant que peut-être il y a plusieurs réponses parfois, donc il faut vraiment essayer de tout voir. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Voilà. Je vais vous, donc, comme tout à l'heure, avant de parler précisément des coups, on peut faire un petit peu le bilan de la position. Les blancs ont une tour de plus. Donc, ça, c'est important. Ils ont un avantage matériel assez conséquent. Bon, il y a un pion, enfin, le pion ne sert pas à grand chose, il est bloqué. Par contre, on voit que la position est très, très dangereuse parce que les deux rois sont dans les courants d'air. Le roi noir, on s'aperçoit qu'il n'est pas dans une case très naturelle, hein, il est devant ses pions. Normalement, un roi, c'est toujours derrière ses pions. Et il y a beaucoup de pièces autour de lui. Malgré tout, on ne voit pas exactement comment on va le coincer parce que les fous noirs font un bon travail de défense des cases. Et pour l'instant, il n'y a pas de gain très clair. En revanche, si c'était au noir de jouer, il y a une menace tout de même, c'est dame à 1, échec et mat. Donc on ne peut pas non plus perdre son temps parce qu'on est menacé de mat en 1. Voilà. Donc on peut regarder, ah oui, il faut s'apercevoir aussi que le coup dame F3, qui a l'air assez fort, ne marche pas à cause de simplement roi prend tour. Ça c'est important. Donc la solution, eh ben, c'est toujours le fameux mat de Boden, mais pour ça, il faut essayer de le placer, en fait, de créer le réseau de maths, parce que le réseau de maths n'existe pas du tout. Donc déjà, pour faire jouer ce réseau de maths, il faut que le fou B3 participe à l'attaque. Donc déjà, il faut s'apercevoir qu'à la fin, on a envie que le fou arrive ici, pour faire un échec. Bon, ça a l'air assez illusoire pour le moment, mais on va voir qu'on va y arriver. Donc, le premier coup de la combinaison, c'est dame G4 échec. Alors, c'est un coup qui a l'air très paradoxal parce qu'on met sa dame en prise du fou. Ça a malgré tout quelques avantages. Le premier avantage, c'est que c'est un coup qui force la réponse de l'adversaire. L'adversaire n'a pas le choix, il est obligé de jouer fou prend dame. Okay. Et du coup, le fou B3 revit et pourra peut-être venir ici pour attaquer le roi des noirs. Okay. Le problème, c'est que la tour bouche encore le chemin. Donc, il va falloir réussir à enlever sa tour de manière à laisser le fou arriver. Le problème, c'est que si j'enlève ma tour n'importe où, même ici, pour menacer fou C7, évidemment, l'adversaire va se défendre. Par exemple, il va remettre son fou ici pour à la fois permettre le coup G6 ou même se donner une case de fuite pour le roi. Et là, on va se retrouver avec une dame de moins pour pas beaucoup de compensation. Donc ici, il fallait trouver tour prend H6. Une nouvelle fois, un coup forçant, parce que c'est un échec, donc les noirs n'ont pas le choix, ils sont obligés de reprendre.
Le roi n'a pas de case de fuite, hein, la case G6 contrôlée par la tour, la case G5 contrôlée par le fou, et les deux fous noirs qui bloquent. En fait. Donc les noirs seraient très contents si les fous n'étaient pas là, le roi pourrait s'enfuir, mais les fous sont là. Donc il est obligé de reprendre du pion. Et là, on s'aperçoit qu'on a une nouvelle fois un tableau de maths avec les deux fous, le fou de case noire qui bloque la diagonale noire et le fou de case blanche qui fait lui-même l'échec et mat, fou F7, échec et mat. Alors c'est un mat assez spécial, hein. Aucune pièce ne peut intervenir en G6, le roi est bloqué par ses propres pièces, et c'est le tableau de maths de Boden avec les deux fous. Alors celui-là, il est sur le côté de l'échiquier au lieu d'être au fond, comme ça arrive le plus souvent, mais malgré tout, c'est toujours le même tableau. Voilà, eh bien écoutez, merci à vous pour avoir suivi cette séance. Bravo à ceux qui ont réussi à trouver un certain nombre d'exercices. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours avec un sujet différent. Merci, au revoir.